Bonjour à ma belle, formidable et fidèle famille d'histoire. Bienvenue à nouveau sur Monsieur Peter S. Stories. C'est avec le cœur brisé et les larmes aux yeux que je viens vers vous aujourd'hui pour prononcer les mots les plus douloureux que j'ai jamais eu à dire. Je dois m'éloigner de YouTube pour quelque temps. Ma santé décline, mon cœur est fragile, et les médecins m'ont ordonné de me reposer. Hier, alors que je vous racontais une histoire, j'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. J'ai essayé de continuer, mais je n'ai pas pu. J'ai dû m'arrêter. Et à cet instant, j'ai réalisé que je ne pouvais plus ignorer les signaux de mon corps. Je dois prendre soin de moi pour pouvoir, un jour, revenir vers vous plus fort. Mais, ma belle famille, ce n'est pas un adieu. Mes histoires, mon amour, mon âme. Rien dans ce monde ne pourra m'enlever cela. Quoi qu'il arrive, mes histoires ne s'arrêteront jamais. Pendant que je prends ce temps pour guérir, mon élève, mon frère, James Peter, sera là pour poursuivre mes récits. Il ne me remplace pas. Il m'honore. Il vous apportera mes histoires avec le même amour, les mêmes émotions et le profond respect que j'ai toujours témoigné. Il a été à mes côtés, apprenant de moi, comprenant le cœur de chaque mot, et je lui confie mon âme tout entière pour poursuivre ce voyage. S'il vous plaît, faites-lui confiance comme vous me faites confiance. Aimez-le comme vous m'aimez. La voix sera peut-être différente, mais le cœur derrière ces histoires sera toujours le mien. James continuera ce voyage avec vous, veillant à ce que l'amour que nous avons construit ne s'estompe jamais. Promettez-moi, ma famille, promettez-moi que vous le soutiendrez, que vous garderez cet amour vivant, et que vous m'attendrez. Car peu importe le temps que cela prendra, je reviendrai. Je reviendrai plus fort, prêt à mettre mon cœur dans chaque histoire une fois de plus. D'ici là, ressentez ma présence dans chaque récit. Mes prières, mon amour et mon âme seront toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime plus que les mots ne pourront jamais l'exprimer. La relève, James Peter. Bonjour, ma belle famille. Comment allez-vous? Je sais combien vous aimez Monsieur Peter, et je comprends que personne ne puisse vraiment combler la place qu'il occupe dans vos cœurs. Mais il m'a confié une grande responsabilité, celle de vous divertir jusqu'à son retour. Je ne suis qu'un artiste, et peut-être avez-vous déjà entendu ma voix sur YouTube. Je ne peux pas être Monsieur Peter, mais je promets de donner le meilleur de moi-même pour que chaque histoire vaille votre temps. Alors s'il vous plaît, ma belle famille, n'oubliez pas de partager vos pensées après le visionnage. Et surtout, ne zappez pas cette histoire. Donnez-moi juste une chance de faire mes preuves. Maintenant, commençons l'histoire. Chapitre 1, l'Empire solitaire. Orson King se tenait devant les immenses baies vitrées de son bureau, au dernier étage de son penthouse. La silhouette de New York s'étendait devant lui tel un royaume. À 35 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, à l'exception de la foi en autrui. Le magazine Forbes posé sur son bureau affichait son visage en couverture, le désignant comme l'un des célibataires les plus convoités d'Amérique. Il ricana face à ce titre, sachant pertinemment que les femmes qui le poursuivaient ne s'intéressaient qu'à sa fortune et à son statut, et non à l'homme qu'il était vraiment. L'empire qu'il avait bâti à partir de l'entreprise déjà prospère de son père avait triplé de valeur sous sa direction, faisant de King Enterprises une puissance incontournable dans le monde des affaires. Pourtant, malgré tout son succès, un vide résonnait en lui, un gouffre qu'aucune somme d'argent ni aucun pouvoir ne pouvait combler. « Monsieur King, votre père est là pour vous voir. » La voix de son assistante grésilla dans l'interphone, interrompant ses pensées. Orson serra la mâchoire, ses larges épaules se tendant sous son costume parfaitement taillé. Ses visites se terminaient toujours de la même manière, par la déception de son père et son propre refus obstiné de céder aux attentes familiales, qu'il ressentait comme des chaînes entravant sa liberté. Il envisagea brièvement de refuser l'entrevue, mais il savait que son père trouverait simplement un autre moyen de le coincer. « Faites-le entrer, répondit-il sèchement, se blindant pour la confrontation inévitable. Gerald King entra sans frapper, impeccablement vêtu comme toujours, ses cheveux argentés et sa présence imposante offrant un aperçu de ce à quoi Orson pourrait ressembler dans 30 ans. Les yeux du vieil homme trahissaient une déception familière alors qu'il observait la posture rigide de son fils, reconnaissant les murs qui avaient été érigés il y a bien longtemps. La réunion du conseil d'administration s'est bien passée, déclara Gerald en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau d'Orson, sans attendre d'invitation. Bien que plusieurs membres aient exprimé des inquiétudes quant à l'avenir de l'entreprise, plus précisément concernant l'absence d'un plan de succession clair.
Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sous-entendus. Je suppose qu'il s'agit encore de me trouver une femme, dit Orson froidement, se détournant de la fenêtre pour faire face à son père, ses yeux sombres ne révélant rien du tumulte intérieur. Tu reviens à la charge avec cette histoire depuis des années. Je ne suis pas intéressé par le mariage. Le mot lui-même laissait un goût amer dans sa bouche, faisant remonter des souvenirs de trahison qu'il n'avait pas sollicités. Sa mère abandonnant un Orson de 5 ans, choisissant un autre homme plutôt que son propre fils. Cet abandon lui avait enseigné la leçon la plus cruciale de sa vie, faire confiance aux autres, surtout aux femmes, était une faiblesse qu'il ne pouvait se permettre. Tu as besoin d'un héritier, Orson, insista son père en se penchant en avant, sa voix prenant le ton persuasif qu'il réservait généralement aux négociations difficiles. King Enterprises n'a pas survécu à 5 générations pour s'éteindre avec toi. Nos actionnaires ont besoin de stabilité, de continuité. Ils ont besoin de savoir que ce que nous avons construit perdurera au-delà de nos vies. Le regard de Gérald s'adoucit momentanément, un rare aperçu du père derrière l'homme d'affaires. Et franchement, fils, je m'inquiète pour toi. Cette existence solitaire que tu as choisie, ce n'est pas sain. Ta mère. Arrête. La voix d'Orson trancha l'air comme de la glace, sa main levée pour stopper les mots de son père. Ne parle pas d'elle. La tension dans le bureau s'épaissit, le fantôme de la trahison maternelle flottant entre eux comme une plaie ouverte que 30 années n'avaient pas réussi à cicatriser. Gérald soupira lourdement, le poids de la douleur de son fils visible dans l'affaissement de ses épaules, un rare moment de vulnérabilité chez un homme qui tirait fierté de sa force. Ils restèrent silencieux plusieurs instants, la ville magnifique en contrebas poursuivant son rythme effréné, inconsciente de leur drame privé. Après le départ de son père, Orson se servit 2 doigts de scotch, le liquide ambré brûlant familièrement sa gorge alors qu'il envisageait ses options. Son père n'avait pas entièrement tort. L'entreprise avait besoin d'un héritier, quelqu'un pour perpétuer l'héritage des King. Mais le mariage était hors de question. Il avait vu trop de ses pères piégés dans des unions sans amour, par souci des apparences ou de la tradition. Il lui fallait une solution plus pratique, une solution qui satisferait le conseil sans l'obliger à confier son cœur ou son avenir à une femme. Reposant son verre vide avec détermination, il saisit son téléphone et appela son avocat. « Je veux qu'on rédige un contrat », déclara-t-il sans préambule. « Pour une mère porteuse. » Alors que la nuit tombait sur New York, l'esprit d'Orson calculait, planifiait, pesant les variables de sa nouvelle stratégie. Il n'avait pas besoin d'une épouse, il avait besoin d'une solution, un arrangement commercial avec des conditions claires, des sorties définies et une exposition émotionnelle limitée. Un enfant assurerait la lignée King et apaiserait les inquiétudes du conseil concernant la succession, tout en lui permettant de maintenir le contrôle et la distance qu'il exigeait. Le plan se dessinait, clinique, pragmatique et sûr. Ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'était la possibilité que certaines variables ne puissent être contrôlées, que certains arrangements puissent évoluer dans des directions inattendues, et que parfois, le cœur a des projets qu'aucun contrat ne peut contenir. Chapitre 2, la femme qui n'abandonnait jamais. Fed Juniper fixait la vie finale de la banque, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle le posait sur son petit bureau. Le brun riche de sa peau contrastait avec la blancheur austère du papier porteur d'une nouvelle qui menaçait de démanteler tout ce qu'elle avait construit. 3 années à repousser chaque obstacle, à prouver qu'ils avaient tort à chaque investisseur qui regardait une jeune femme noire avec doute, et maintenant, Juniper organique lui glissait entre les doigts comme du sable. Sa ligne de soins naturels pour la peau, née de la sagesse de ses parents et de sa propre détermination, gagnait du terrain jusqu'à ce que son principal investisseur se retire inopinément, citant des incertitudes du marché, bien que Fed soupçonna que cela avait davantage à voir avec un concurrent qui s'était soudainement intéressé aux autres entreprises de son investisseur. Le soleil de fin d'après-midi inondait les fenêtres de son modeste bureau situé au-dessus de sa boutique à Brooklyn, projetant une lueur dorée sur les étagères garnies de ses produits. D'élégantes bouteilles en verre remplies de formulations combinant les connaissances scientifiques de son père et les remèdes traditionnels de sa mère, transmis de génération en génération. Chaque étiquette portait le logo qu'elle avait conçu elle-même, un genévrier dont les racines formaient les initiales des noms de ses parents. Fed passa ses doigts dans ses dreadlocks méticuleusement entretenus, dont certaines tombaient juste au-delà de ses épaules, ornées des bagues en cuivre que sa mère lui avait données avant l'accident. 200 000 $. C'était ce dont elle avait besoin pour tout maintenir à flot, pour honorer la mémoire de ses parents, pour prouver que leur foi en elle n'avait pas été mal placée. Son téléphone sonna. Le directeur de la banque, encore. Le 3e appel aujourd'hui.
Fett laissa tomber sur la messagerie et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue animée de Brooklyn en contrebas. Elle avait choisi cet emplacement avec soin, voulant apporter des produits naturels de haute qualité à une communauté qui voyait rarement des entreprises comme la sienne, pour créer quelque chose de beau et de guérisseur dans le quartier qu'elle aimait. L'atelier derrière son bureau regorgeait de produits, son rêve mis en bouteille et étiqueté, prêt pour des clients qui ne viendraient peut-être jamais si elle ne parvenait pas à obtenir un nouveau financement. On va trouver une solution, murmura Fett pour elle-même, une habitude qu'elle avait développée après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture 5 ans auparavant. En tant qu'enfant unique sans autre famille, elle s'était habituée à être son propre système de soutien, à prononcer des affirmations positives quand personne d'autre n'était là pour les offrir. Plus tard dans la soirée, sa meilleure amie Mia apparut à sa porte avec des plats à emporter de poulet jerk et de riz, l'arôme épicé remplissant l'appartement de Fett au-dessus de la boutique. Les senteurs familières des piments Scotch Bonnet, du piment de la Jamaïque et du thym rappelaient à Fett les dimanches après-midi de son enfance, quand sa mère préparait des plats jamaïcains traditionnels en chantant du Bob Marley, son père la rejoignant de sa voix de baryton tout en aidant à couper les légumes. La présence de Mia était un réconfort, comme elle l'avait été depuis qu'elles étaient colocataires à l'université, naviguant toutes deux dans des espaces où elles étaient souvent les seules femmes de couleur. « J'ai apporté des vivres », annonça Mia, posant la nourriture sur la petite table à manger de Fett, ses yeux scrutant l'expression épuisée de son ami. « Et avant que tu dises que tu n'as pas faim, souviens-toi que je t'ai déjà vu survivre avec rien d'autre que du café et de la détermination, et ce n'était pas beau à voir. » Fett esquissa un petit sourire, reconnaissante que son ami refuse de la traiter avec les regards apitoyés que d'autres lui lançaient alors que les rumeurs sur les difficultés financières de Juniper Organic se répandaient dans leur cercle professionnel. Après avoir mangé, l'expression de Mia devint sérieuse alors qu'elle sortait sa tablette. « J'ai peut-être trouvé une solution, dit-elle avec hésitation, ses doigts planant au-dessus de l'écran. Mais c'est non conventionnel. Et avant de dire non, écoute-moi jusqu'au bout. » Fett haussa un sourcil, posant sa fourchette, curieuse malgré la méfiance que le ton de Mia inspirait. Elle avait déjà envisagé toutes les options classiques, prêt bancaire, financement participatif, associé. Mais son crédit était au maximum, et les partenaires potentiels voulaient trop de contrôle sur ses formules, lui demandant de réduire les coûts d'une manière qui compromettrait la qualité et l'intégrité sur lesquelles elle avait bâti sa marque. Mia fit glisser sa tablette sur la table. Elle affichait une annonce confidentielle cherchant une mère porteuse pour un homme d'affaires très en vue. La rémunération indiquée fit écarquiller les yeux de Fett. 500 000 $. C'est de la folie, dit Fett en repoussant la tablette, le concept étant trop extravagant pour être envisagé. Son esprit revint à la voix de sa mère, toujours pratique mais ambitieuse, il y a de nombreux chemins vers le succès, Fett, mais n'en prends jamais un qui te coûte ta dignité. Elle était arrivée jusqu'ici sans compromettre ses valeurs. Pouvait-elle envisager quelque chose de si intime, qui changerait sa vie, simplement pour une stabilité financière? Plus fou que de perdre tout ce que tu as construit, rétorqua Mia, sa voix douce mais insistante alors qu'elle repoussait la tablette vers Fett. Écoute, je ne dis pas que c'est un choix facile, mais tu as tout essayé. Cela pourrait te donner la marge de manœuvre non seulement pour sauver Juniper Organic, mais pour passer au niveau supérieur. Elle hésita. Tu as toujours dit que tu voulais des enfants un jour. Peut-être pas comme ça, mais... Fett fixait le plafond, considérant l'impensable. Son entreprise n'était pas juste une compagnie, c'était l'héritage de ses parents. Après leur mort, créer Juniper Organic avait été sa façon de les garder vivants, d'honorer le génie scientifique de son père et la sagesse médicinale de sa mère. Que ne ferait-elle pas pour préserver cela? C'est qui cet homme d'affaires, de toute façon, demanda finalement Fett, sa curiosité l'emportant sur son rejet initial alors qu'elle reprenait la tablette, faisant défiler les rares détails. L'annonce était clairement conçue pour limiter les informations tout en attirant les candidates appropriées. Femme diplômée de l'université, en bonne santé, entre 25 et 35 ans, sans antécédents familiaux de maladies génétiques. C'est ça le truc, répondit Mia, une pointe d'excitation dans la voix malgré la gravité de la conversation. C'est Orson King. La tête de Fett se releva brusquement à ce nom, la reconnaissance fut immédiate. Tout le monde dans les cercles d'affaires de New York connaissait King Enterprises et son PDG impitoyablement efficace. Orson King était légendaire non seulement pour son sens des affaires, mais pour son attitude froide et ses standards de perfection sans concession. Fett l'avait vu une fois lors d'une conférence, dominant la salle avec une arrogance qui l'avait à la fois impressionné et irrité.
L'idée d'entrer dans un quelconque arrangement avec un tel homme lui envoya un frisson d'appréhension le long de l'échine, pourtant elle ne pouvait nier la petite étincelle d'intrigue qui l'accompagnait. Chapitre 3, le marché. Le siège de King Enterprises était intimidant, même de l'extérieur, 90 étages de verre et d'acier s'élançant vers le ciel, le bâtiment lui-même étant un testament de la puissance et de la richesse de l'homme qui le commandait. Fête tira nerveusement sur l'ourlet de sa simple robe bleu marine alors qu'elle approchait de l'entrée, reconnaissante d'avoir choisi de coiffer ses cheveux en un chignon soigné orné de l'une des bagues en cuivre de sa mère, un petit talisman de force issu de son héritage jamaïcain. Le poids familier de l'héritage familial contre sa tempe lui donnait confiance alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans un monde bien éloigné de la communauté chaleureuse et vibrante de son quartier de Brooklyn. Une semaine s'était écoulée depuis que Mia lui avait montré l'annonce, une semaine de nuits blanches et de débats intérieurs sans fin, à faire des recherches sur Orson King au-delà de ce que rapportaient les magazines économiques. La réputation de l'homme était redoutable, brillant mais impitoyable, exigeant l'excellence de tous ceux qui l'entouraient tout en maintenant une distance qui frisait la froideur. Maintenant, debout dans l'ombre de son empire, la résolution de Fête vacilla un instant avant qu'elle ne se ressaisisse, puisant dans la force qu'il avait portée à travers tous les autres défis de sa vie. La réceptionniste la regarda avec un scepticisme à peine voilé que Fête n'avait que trop souvent rencontré dans des espaces qui n'étaient pas conçus pour des femmes comme elle. « Votre nom, s'il vous plaît » demanda la femme, son regard glissant sur l'apparence de Fête avec un calcul qui semblait la juger insuffisante. Fête redressa les épaules, croisant directement le regard de la réceptionniste. Fête Junipé. J'ai rendez-vous avec Monsieur King. Elle garda une voix égale, professionnelle, bien que son cœur martelât ses côtes avec une intensité qui menaçait de trahir son calme apparent. La femme vérifia son ordinateur, semblant surprise de trouver le nom de Fête effectivement listé. 68e étage. Monsieur Rivera vous y retrouvera. Fête hocha la tête en guise de remerciement, entrant dans l'ascenseur avec l'étrange sensation de franchir un seuil dont le retour ne serait pas facile. 20 minutes plus tard, Fête était assise dans une salle de conférence austère face à Orson King et son avocat. La vue panoramique sur Manhattan s'étendant au-delà des fenêtres ne faisait pas grand-chose pour apaiser la tension qui remplissait l'espace. Orson n'avait pas encore prononcé un seul mot, l'évaluant froidement derrière un masque d'indifférence, tandis que son avocat, Monsieur Rivera, expliquait les termes de ce qui ne pouvait être décrit que comme la proposition commerciale la plus inhabituelle que Fête ait jamais rencontrée. Son diplôme de commerce de l'université Howard l'avait préparé à de nombreuses négociations, mais rien de tel que ceci, la marchandisation de son corps enveloppé dans une terminologie juridique qui, d'une certaine manière, rendait la chose à la fois clinique et raisonnable. 9 mois de grossesse, couverture médicale complète et confidentialité totale, débité Rivera, faisant glisser des papiers sur la table polie vers elle. À la livraison réussie, le paiement final sera transféré sur votre compte. Monsieur King ne demande aucun contact ultérieur après la naissance de l'enfant, tous les droits parentaux seront abandonnés. Fête écoutait, essayant de garder son sang-froid, alors que la réalité de ce qu'elle envisageait s'abattait sur elle par vagues. Chaque mot de la bouche de l'avocat ajoutait du poids sur ses épaules, chaque exigence était un maillon de plus à une chaîne qui la lierait à cet homme et à cet enfant pendant près d'1 an de sa vie. Elle leva les yeux pour trouver Orson en train de l'observer, ses yeux sombres illisibles, évaluant sa réaction avec une intensité qui la rendait à la fois mal à l'aise et étrangement déterminée à ne rien révéler de son tourment intérieur. « Et la conception » demanda Fête, forçant le mot à passer ses lèvres soudainement sèches, son regard stable malgré la chaleur montant à ses joues. C'était la question qui l'avait tenu éveillé la plupart des nuits, l'aspect le plus intime d'un arrangement qui semblait déjà invasif. Rivera se racla la gorge, clairement préparé à cette question. Clinique, bien sûr. Nous avons des arrangements avec une clinique de fertilité discrète qui... Non. Orson prit la parole pour la première fois, sa voix grave et autoritaire coupant l'explication de son avocat avec l'aisance d'un homme habitué à être l'autorité suprême. Les yeux de Fête se braquèrent sur les siens, surprise à la fois par son interruption et par la direction inattendue que prenait l'échange. Je ne fais pas confiance aux médecins pour ça. Ce sera naturel. La brutalité de sa déclaration resta suspendue dans l'air entre eux, Fête momentanément stupéfaite par l'implication. Elle s'était préparée au détachement clinique, à la stérilité des procédures médicales. Pas à ça. Pas à l'intimité qu'Orson proposait avec tant de désinvolture, comme s'il discutait simplement d'une commande de déjeuner. L'avocat semblait mal à l'aise, jetant un coup d'œil à son client qui suggérait que cette déviation ne faisait pas partie de leur préparation. Fête sentit son cœur cogner dans sa poitrine,
sa bouche soudainement pâteuse alors qu'elle assimilait ce qui était proposé. Une nuit, poursuivit Orson, son regard ne quittant jamais son visage, guettant sa réaction avec une intensité qui semblait évaluer sa valeur en fonction de la manière dont elle gérait cette condition inattendue. Ensuite, vous vivrez dans ma maison d'amis jusqu'à l'accouchement, tous vos besoins seront pris en charge, bien entendu. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix, aucune reconnaissance de l'énormité de ce qu'il suggérait. Pour lui, ce n'était qu'une autre transaction commerciale, un moyen d'arriver à une fin, faite n'étant rien de plus qu'un composant nécessaire dans son grand plan. Et mon entreprise. Je dois maintenir les opérations, commença Fête, déterminé à affirmer un certain contrôle sur la conversation, à rappeler aux deux hommes qu'elle n'était pas simplement un réceptacle, mais une personne avec des responsabilités et des rêves. Orson la coupa à nouveau, manifestement peu habitué à ce qu'on remette en question ses conditions. Vous pouvez travailler à distance, déclara-t-il, faisant passer cela pour une concession généreuse plutôt qu'une nécessité fondamentale, mais votre priorité est une grossesse saine. Le message tacite était clair, son entreprise, sa passion, l'œuvre de sa vie était secondaire par rapport à sa fonction première dans cet arrangement. Fête sentit une bouffée d'indignation monter en elle, menaçant de mettre fin à la réunion sur le champ, mais l'image de la vie finale de la banque traversa son esprit, ainsi que les visages de ses employés qui dépendaient de Junipé Organique pour leur subsistance. Je veux la moitié du paiement tout de suite, déclara Fête, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix, par sa capacité à soutenir le regard d'Orson malgré l'aura intimidante qu'il projetait de l'autre côté de la table. Pour sauver mon entreprise. C'était une contre-attaque audacieuse, peut-être même imprudente étant donné le déséquilibre de pouvoir dans la pièce, mais Fête avait passé sa vie à naviguer dans des espaces où les chances étaient contre elle. Ce n'était pas différent. Orson l'étudia, son expression impénétrable, ses yeux calculateurs comme s'il recalibrait son jugement sur elle. Le silence s'étira entre eux, aucun des deux ne voulant le rompre en premier, une épreuve de volonté que Fête refusait de perdre malgré l'anxiété qui se nouait dans son estomac. Vous recevrez assez pour maintenir votre entreprise à flot au départ, répondit finalement Orson, chaque mot mesuré et précis. 200 000. Le reste viendra après une conception réussie. Chaque mois suivant qui passera sans conception réduira votre paiement final de 20%. Son ton indiquait clairement que c'était sa dernière offre, le maximum qu'il était prêt à céder. Fête analysa les termes, reconnaissant que bien qu'ils ne soient pas idéaux, ils lui apporteraient le soulagement immédiat dont elle avait besoin. Avons-nous un accord, mademoiselle Junipé, demanda Orson en tendant la main au-dessus de la table, son expression ne trahissant rien de ses pensées. Fête regarda sa main tendue, pensant à ses parents, à leurs rêves qu'elle portait, au choix impossible qui s'offrait à elle. Elle saisit sa main, notant qu'elle était chaude malgré tout, solide et forte comme l'homme lui-même. Nous avons un accord, Monsieur King, répondit-elle, scellant son destin par une poignée de main qui représentait à la fois le salut et la reddition. Aucun d'eux n'était conscient de la profondeur avec laquelle cet arrangement commercial allait les changer tous les deux. Chapitre 4, Cœur froid, corps chaud. La nuit de la conception fut fixée exactement 2 semaines plus tard, le moment optimal selon le cycle de Fête. Dans l'intervalle, elle s'était arrangée pour que son adjointe supervise les opérations quotidiennes au magasin, avait transféré les essentiels de son atelier dans une petite unité de stockage, et avait subi un examen médical exhaustif qui n'avait laissé aucun aspect de sa santé inexploré. Le paiement initial avait été viré sur son compte professionnel le lendemain de la signature du contrat, l'afflux soudain de fonds apportant un soulagement immédiat aux pressions financières les plus urgentes. Fête avait passé des heures au téléphone avec ses fournisseurs, renégociant les délais de paiement, sécurisant les matières premières dont elle avait besoin pour honorer les commandes en attente. Le travail avait été une distraction bienvenue face à la réalité de ce qui l'attendait, face à l'ampleur de l'engagement qu'elle avait pris envers un homme qui la voyait comme rien de plus qu'un moyen d'arriver à ses fins. À l'approche de la soirée fatidique, Fête se trouva tiraillée entre la préparation pratique et le tumulte émotionnel. Elle s'était attendue à ne ressentir que de l'anxiété ou de la réticence, mais à sa grande surprise, elle éprouvait aussi un frémissement d'anticipation malvenue lorsqu'elle pensait à Orson. Malgré son attitude froide, il y avait quelque chose d'indéniablement magnétique chez lui, une intensité concentrée, une confiance tranquille qu'elle avait entrevue lors de leur réunion. Elle s'était surprise plusieurs fois à se remémorer la chaleur de sa main lors de leur poignée de main, ces rares moments où son masque d'indifférence avait glissé pour révéler quelque chose de plus complexe. Ses pensées la troublaient, rappellent qu'une attraction physique pouvait compliquer ce qui devait rester un simple arrangement commercial. Fête repoussa ses pensées alors qu'elle se préparait pour la soirée, choisissant une tenue de nuit confortable mais attrayante, des décisions pratiques,
se disait-elle, pour rendre une situation gênante plus gérable. Rien de plus. Fête arriva aux Penthouse d'Orson à 8 heures précises, serrant son sac de voyage comme un bouclier, le cuir souple étant une protection bien dérisoire contre la vulnérabilité de sa position. Le portier l'attendait, l'escortant vers un ascenseur privé qui ouvrait directement sur l'espace de vie d'Orson. Le Penthouse s'étendait devant elle, une étude de luxe monochrome, tout en lignes épurées et mobilier minimaliste dans des nuances de gris, noir et blanc. L'espace était impeccablement conçu mais dépourvu de touches personnelles, pas de photos, pas de souvenirs, aucune preuve que c'était un foyer plutôt qu'une salle d'exposition. C'était l'espace de vie d'un homme qui valorisait l'ordre et le contrôle au-dessus du confort, qui tenait le monde à une distance soigneusement maintenue. Orson lui-même apparut de ce que Fête présuma être son bureau personnel, vêtu non pas du costume d'affaires strict auquel elle s'attendait, mais d'un jean foncé et d'un pull anthracite qui adoucissait son apparence sans diminuer son autorité naturelle. « Vous êtes ponctuel », observa Théil, une déclaration qui n'était ni un compliment ni une critique, simplement un constat. Fête hocha la tête, incertaine de la manière de répondre à une ouverture si neutre, de la façon de se comporter dans cette situation bizarre qu'aucun manuel de savoir-vivre n'avait jamais abordée. « Voulez-vous boire quelque chose » demanda Orson, sur un ton professionnel, alors qu'il se dirigeait vers un bar dans le coin du vaste salon. La question semblait absurdement normale étant donné les circonstances, comme s'ils étaient des associés sur le point de discuter d'une fusion plutôt que deux étrangers se préparant à la plus intime des rencontres. « Pas d'alcool » répondit Fête en posant son sac avec précaution. « Pas si nous essayons de. Vous savez. » Elle ne parvenait pas tout à fait à nommer leur objectif explicitement, le langage clinique du contrat semblait soudain inadéquat dans la réalité de son foyer, dans l'anticipation qui pesait lourdement dans l'air entre eux. L'ombre d'un sourire effleura les lèvres d'Orson, le premier signe d'expression authentique qu'elle voyait chez lui. « Jus d'orange, alors » proposa Théil. Fête opina, reconnaissante d'avoir quelque chose pour occuper ses mains. Ils s'assirent dans un silence inconfortable dans le salon, sirotant leur boisson, les baies vitrées offrant une vue spectaculaire sur les lumières de la ville, étalées en contrebas comme des étoiles reflétées dans une eau sombre. Fête remarqua qu'Orson l'évaluait quand il pensait qu'elle ne regardait pas, cataloguant les détails avec la même précision qu'il appliquait probablement aux acquisitions d'entreprises. « Pourquoi moi » demanda finalement Fête, brisant le silence qui menaçait de l'étouffer de son poids. « Il devait y avoir des centaines de candidates pour votre poste. » Elle choisit le mot délibérément, un rappel subtil que malgré la nature intime de leur arrangement, ceci restait, au fond, une transaction commerciale. Orson posa son verre, considérant sa question avec la même délibération prudente qu'il semblait appliquer à tout. « Vos antécédents médicaux sont impeccables » commença-t-il, sur un ton factuel. « Aucun antécédent familial de troubles génétiques que nous ayons pu identifier. Vous êtes clairement intelligente, avec une entreprise à vous qui démontre dynamisme et compétence. Vous avez un excellent parcours éducatif, et vous êtes. » Il marqua une pause, semblant choisir ses mots avec soin, les pesant pour éviter l'offense esthétiquement convenable. Fête ne put s'empêcher de rire, le son les surprenant tous les deux alors qu'ils brisaient la tension dans la pièce. « C'est peut-être le compliment le moins romantique que j'ai jamais reçu, » dit-elle, secouant la tête face à l'absurdité de leur situation. L'expression d'Orson resta sérieuse, bien que quelque chose dans ses yeux suggéra qu'il n'était pas entièrement insensible à l'humour qu'elle y trouvait. « Il ne s'agit pas de romance, » répondit-il avec une franchise qui frisait la froideur. « Il s'agit de génétique et de praticité. J'avais besoin d'une mère porteuse qui contribuerait par des caractéristiques favorables à assurer un enfant sain et intelligent. Vous correspondez à ces critères. » L'évaluation clinique aurait peut-être dû l'offenser, mais Fête se surprit à apprécier son honnêteté, la préférant à tout simulacre de sentiment qui aurait sonné faux venant d'un homme si manifestement mal à l'aise avec les démonstrations émotionnelles. La conversation s'enlisa de nouveau après sa déclaration, tous deux douloureusement conscients de ce qui allait suivre, mais incapables de trouver une transition naturelle de la discussion à l'action. Fête l'étudiait à la dérobée alors que le silence s'allongeait, sa mâchoire forte, l'intensité de ses yeux sombres, la façon dont son pull en cachemire sur mesure épousait sa carrure athlétique avec une précision qui témoignait d'une richesse considérable. Dans un autre contexte, dans d'autres circonstances, elle aurait pu le trouver attirant. Ici, il l'intriguait autant qu'il l'intimidait, un mélange complexe de réactions qu'elle ne savait comment traiter. « Devons-nous en finir » demanda finalement Orson en se levant brusquement, la question aussi directe que tout le reste chez lui. La brutalité de la demande envoya une décharge à travers Fête,
la réalité revenant au galop après l'étrange limbe de leur conversation maladroite. Juste comme ça, demanda Fête, incapable de cacher la surprise dans sa voix, non préparée à la transition malgré le fait qu'elle savait que c'était le but entier de sa présence ici. Orson la regarda de haut, son expression illisible dans la lumière tamisée du penthouse. Vous attendiez-vous à des bougies et des pétales de rose, mademoiselle Junipé? Sa voix contenait une trace de moquerie. C'est une transaction, pas une séduction. Les mots piquèrent, malgré leur vérité, malgré les propres tentatives de Fête de maintenir une distance émotionnelle. Elle se leva, puisant dans chaque once de dignité qu'elle possédait, déterminée à ne pas montrer combien son ton dédaigneux l'affectait. J'ai un prénom, dit-elle fermement, soutenant son regard sans ciller. C'est Fête. Et bien que ce ne soit que du business pour vous, c'est de mon corps que nous discutons. Un peu de respect pour ce fait ne serait pas de trop. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Orson de la surprise, peut-être, qu'elle lui tienne tête alors que la plupart des gens semblaient soit le craindre, soit se soumettre à lui automatiquement. Le moment s'étira entre eux, chargé d'une tension inattendue qui n'était pas entièrement désagréable. Ce qui se passa ensuite les surprit tous les deux. Orson la conduisit dans sa chambre, un espace aussi méticuleusement ordonné que le reste de sa maison, dominé par un lit king-size au drap sombre. Mais quand il s'approcha d'elle, son toucher ne fut pas le geste mécanique auquel elle s'était préparée. Malgré le début glacial, leur corps semblait avoir des idées différentes sur la façon dont la soirée devait se dérouler. Ce qui était censé être clinique et bref devint quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Les mains d'Orson, initialement hésitantes, devinrent rassurées alors qu'elles exploraient les courbes de son corps, son souffle se coupant lorsque sa peau lui fut enfin révélée. Fête, déterminée à rester émotionnellement non impliquée, se surprit à répondre à son toucher avec une intensité qui la choqua, son corps s'arquant instinctivement vers le sien. Il n'y avait pas d'amour entre eux, pas d'émotion tendre pour adoucir la rencontre. Mais il y avait une alchimie brute à laquelle aucun des deux ne s'attendait, une compatibilité physique qui transforma ce qui aurait dû être un acte mécanique en quelque chose qui les laissa tous deux essoufflés et silencieux par la suite. Ils restèrent allongés séparément après, l'espace entre eux sur le grand lit formant une frontière soigneusement maintenue malgré l'intimité qu'ils venaient de partager, chacun perdu dans ses pensées sur ce qui venait de se passer. La maison d'amis est prête pour vous, dit finalement Orson, brisant le silence, sa voix soigneusement neutre comme s'il essayait de rétablir la distance professionnelle qui s'était momentanément dissoute. Vous pouvez emménager demain. Mon assistant organisera le transport de tout ce dont vous avez besoin. Faites fixer le plafond, son esprit luttant pour assimiler la complexité de sa situation, l'étrangeté d'être allongé nu dans le lit d'un inconnu avec le potentiel d'une nouvelle vie prenant peut-être déjà racine en elle. La réalité de ce qu'elle avait accepté semblait soudain écrasante, le poids total des 9 mois s'étendant devant elle comme une route non cartographiée. « Et si je ne suis pas enceinte ?» demanda-t-elle, exprimant la question qui rôdait aux confins de son esprit depuis qu'elle avait signé le contrat. « Alors nous réessaierons le mois prochain », répondit Orson d'un ton factuel, indiquant clairement que la passion inattendue de leur rencontre n'avait pas changé la nature fondamentale de leur arrangement. Jusqu'à ce que ça marche. La simplicité de sa réponse démentait la complexité de ce que cela signifierait, d'autres nuits comme celle-ci, d'autres moments de connexion inattendus suivis d'une distance délibérée. Fête ferma brièvement les yeux, se demandant ce que ses parents penseraient du chemin qu'elle avait choisi, s'ils comprendraient le choix impossible qu'elle avait fait pour préserver leur héritage. Quand elle rouvrit les yeux, elle trouva Orson en train de l'observer, quelque chose d'illisible dans son expression, une question qu'il ne formula pas. Le moment passa rapidement alors qu'il se levait du lit, efficace même dans cet instant des plus privés, reprenant déjà le rôle d'homme d'affaires plutôt que celui d'amant. Fête le regarda se déplacer dans la pièce, les lignes puissantes de son corps se détachant dans la pénombre, et se demanda s'il y avait plus chez Orson King que l'extérieur froid et calculateur qu'il présentait au monde, et si les mois à venir révéleraient l'homme derrière le masque. Chapitre 5, le jeu de l'attente. Le premier mois dans la maison d'amis d'Orson passa dans un flou. La propriété, une majestueuse brownstone que la plupart des New-Yorkais ne pouvaient que rêver de s'offrir, semblait souligner l'isolement de Fête. Elle avait transformé l'une des chambres en bureau de fortune, dirigeant Junipé organique à distance. Le paiement initial avait sauvé son entreprise de l'effondrement, lui donnant une bouffée d'oxygène pour élaborer une stratégie. Orson était rarement présent, appelant tous les quelques jours pour poser des questions cliniques sur sa santé et d'éventuels symptômes. Leur conversation ne reconnaissait jamais la chaleur inattendue qui avait flambé entre eux cette première nuit. Fête n'avait parlé de l'arrangement qu'Amia, lui faisant jurer le secret.
Donc tu vis dans sa maison d'amis en attendant de voir si tu es enceinte de son bébé, avait résumé Mia lors d'un appel téléphonique à voix basse. Et tu ne l'as pas vu depuis. Cette nuit-là? Faith ne parvenait pas à articuler pleinement l'étrangeté de sa situation, vivre dans le luxe tout en attendant de voir si son corps avait rempli son obligation contractuelle. Au terme du premier mois, Faith fit le test de grossesse seule. Quand la ligne unique apparut, elle ressentit un mélange complexe de soulagement et de déception qui n'avait aucun sens rationnel. « Je vois », répondit Orson après qu'elle l'eut appelé pour lui annoncer la nouvelle. « Vous réessayerez. » Il ajouta cette phrase comme un rappel de leur contrat et du paiement réduit à chaque mois infructueux. La deuxième tentative fut planifiée avec une précision clinique. Cette fois, Orson vint à la maison d'amis avec une bouteille de vin coûteux. « J'ai pensé que cela pourrait rendre les choses plus faciles, dit-il. L'implication était claire. Cette rencontre était une tâche à accomplir, qui pourrait bénéficier d'une baisse des inhibitions. Faith refusa, déterminée à conserver sa dignité. La soirée se déroula avec encore plus de détachement que leur première rencontre, Orson traitant tout le processus comme une réunion d'affaires. Faith ne pouvait s'empêcher de se sentir utilisé, un moyen pour une fin plutôt qu'une personne. Quand ce fut fini, Orson partit sans passer la nuit. Un autre mois passa. Faith se jeta dans son travail, développant une nouvelle gamme de produits capillaires, spécifiquement formulés pour les cheveux texturés comme les siens. Quand le deuxième test revint négatif, elle ressentit le même mélange déconcertant d'émotions, amplifié par la connaissance que sa valeur dans leur contrat diminuait. La voix d'Orson était visiblement plus froide lorsqu'elle l'appela pour lui annoncer la nouvelle. Le troisième mois amena la tension à son point de rupture. Orson apparut inopinément un soir, surprenant Faith pendant une visioconférence. 3 mois, dit-il sans préambule, la voix tendue par une irritation à peine contenue. 3 mois d'échec. Faith recula, le laissant entrer malgré son instinct de lui claquer la porte au nez. « Je fais tout ce que le médecin a suggéré, » répondit-elle. « Parfois, ces choses prennent du temps. »« Le temps, c'est de l'argent, mademoiselle Junipé, » dit-il froidement. « Et vous me coûtez les deux. » L'accusation piqua plus que Faith ne voulait l'admettre. « Je ne le fais pas exprès, » rétorqua-t-elle. « Pensez-vous que j'aime vivre dans cette belle cage, attendant que mon corps fasse quelque chose qu'il n'est clairement pas prêt à faire? » Le regard d'Orson balaya la pièce avec mépris. « Peut-être êtes-vous stérile. Peut-être êtes-vous juste là pour profiter des avantages sans livrer de résultats. » La main de Faith s'abattit sur sa joue avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. « Sortez, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Je ne suis pas votre machine défectueuse. Je suis un être humain. » Le lendemain matin, Faith se réveilla pour trouver un bouquet d'arômes, sa fleur préférée, avec une brève note, « Réessayez, s'il vous plaît. » Cet après-midi-là, elle aperçut Orson par la fenêtre, menant des affaires dans le jardin. Leurs yeux se rencontrèrent à distance, et au lieu de détourner rapidement le regard, il soutint le sien avant d'offrir un petit signe de tête, une reconnaissance de son humanité, peut-être même du respect pour sa volonté de tenir bon. Faith se demanda ce qu'il faudrait pour briser les murs qu'il avait construits, et si elle voulait essayer, ou si elle devait garder ses propres murs fermement en place. Chapitre 6, Nouvelles inattendues. Le 4e mois apporta un changement dans leur dynamique. Après la confrontation et l'excuse silencieuse des fleurs, Orson maintint ses distances, mais avec une différence subtile que Faith ne parvenait pas tout à fait à définir. Ses appels restaient brefs et concentrés sur sa santé, mais la pointe de froideur s'était adoucie, remplacée par quelque chose qui, sans être de la chaleur, ressemblait au moins à de la courtoisie élémentaire. Quand vint le temps de leur 4e tentative, Faith se blinda pour une autre soirée de détachement clinique, s'attendant à être traitée comme un moyen pour une fin, plutôt qu'une partenaire dans cette étrange entreprise. Orson arriva à l'heure prévue, mais au lieu de se rendre directement dans la chambre comme lors de leur rencontre précédente, il lui tendit un petit sac d'une boulangerie. « La gouvernante a mentionné que vous aimiez ça, » dit-il, son ton soigneusement neutre alors que Faith regardait à l'intérieur pour y trouver des pains au chocolat d'une pâtisserie française renommée. Le geste n'était pas exactement personnel, il avait délégué même cette petite gentillesse aux observations de son personnel, mais il représentait une reconnaissance d'elle en tant que personne avec des préférences et des goûts, un petit pas pour ne plus la traiter simplement comme une obligation contractuelle. La rencontre qui suivit fut différente de leur tentative précédente. Pas romantique selon les normes conventionnelles, mais plus froidement mécanique non plus. Une nouvelle conscience existait entre eux, une reconnaissance que, quoi qu'il arrive,
ils étaient liés dans cette intimité particulière pour les mois à venir, et que peut-être, permettre une certaine connexion humaine ne compromettrait pas la nature commerciale fondamentale de leur arrangement. Quand ce fut terminé, Orson s'attarda plus longtemps qu'auparavant, tentant maladroitement mais sincèrement de converser à propos de Juniper Organic, posant des questions qui suggéraient qu'il avait fait des recherches sur son entreprise au-delà de l'évaluation financière de base que son équipe avait initialement fournie. Fett se surprit à répondre avec prudence, protectrice envers son projet passion, mais surprise par son intérêt apparent. Quand il partit finalement, l'atmosphère entre eux avait changé, se transformant en quelque chose que Fett ne pouvait pas tout à fait. Voici la traduction complète de votre texte en français, adapté dans un style littéraire et fluide, respectant les nuances émotionnelles et le contexte narratif. Ni amitié, et certainement pas de romance, mais peut-être une sorte de trêve, un accord pour se reconnaître mutuellement dans les limites de leur contrat insolite. 2 semaines plus tard, Fett fixait le test de grossesse positif, un mélange d'euphorie et de terreur l'envahissant face aux implications de ces 2 lignes roses. Elle fit un deuxième test pour confirmer, les mains tremblant légèrement en attendant le résultat, la salle de bain du pavillon d'amis semblant soudain trop exiguë pour contenir l'ampleur de ce qui se passait. Lorsque le second test afficha le même résultat positif sans équivoque, Fett s'assit sur le bord de la baignoire, respirant profondément, essayant d'assimiler la réalité, elle portait l'enfant d'Orson King. Elle était enceinte. Leur arrangement avait fonctionné. Son corps abritait désormais une nouvelle vie, manifestation physique de leur accord commercial. Le langage clinique de leur contrat semblait soudain inadéquat face à cette profonde réalité biologique. Après avoir recouvré son calme, Fett appela Orson, la voix légèrement instable malgré ses efforts. « C'est positif », dit-elle simplement lorsqu'il décrocha. 2 tests, tous 2 positifs. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, un silence lourd de sous-entendus et de réactions inexprimées. « Vous en êtes certaine ?» demanda finalement Orson, sa voix habituellement maîtrisée trahissant une légère fêlure que Fett aurait pu manquer si elle n'était pas devenue attentive aux subtiles variations de son ton au cours des derniers mois. Lorsqu'elle confirma à nouveau, il s'éclaircit la voix. « Je vais prendre rendez-vous avec l'obstétricien pour demain. Je passerai vous prendre à 9 heures. » L'efficacité de sa réponse était prévisible, mais Fett crut déceler quelque chose de nouveau sous l'extérieur professionnel, une pointe d'émotion authentique, peut-être même d'excitation, rapidement masquée par son contrôle habituel. Après avoir raccroché, Fett posa doucement la main sur son ventre encore plat. La réalité de ce qui grandissait en elle, encore abstraite mais indéniable, n'était plus théorique, ni une possibilité future. C'était en train d'arriver, et ni elle ni Orson ne s'étaient pleinement préparés à ce que l'on ressentirait lorsque leur arrangement contractuel se transformerait en la réalité tangible d'une grossesse. Le rendez-vous chez le médecin le lendemain confirma ce qu'aucun d'eux n'avait prévu. Fett attendait des jumeaux. Des jumeaux, répéta Orson, l'air véritablement stupéfait pour la première fois depuis que Fett l'avait rencontré. Son masque habituel de contrôle impassible glissa pour révéler une surprise écarquillée alors qu'il fixait l'écran de l'échographie où 2 battements de cœur distincts étaient visibles. L'obstétricienne, une femme d'un certain âge aux manières chaleureuses qui mirent immédiatement Fett à l'aise, sourit devant leurs expressions de choc identiques. « Félicitations, dit-elle, interprétant clairement leur relation comme celle d'un couple excité plutôt que comme des associés en affaires. 2 cœurs solides. Tout semble parfait pour ce stade de développement. » Fett sentit les yeux d'Orson sur elle, son regard intense chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer, quelque chose au-delà de la surprise d'une nouvelle inattendue. Lorsqu'elle le regarda, un moment de connexion sans défense passa entre eux, une reconnaissance partagée que leur arrangement soigneusement planifié avait déjà commencé à dévier du script, apportant plus que ce qu'ils avaient négocié. Dans la voiture, par la suite, Orson était inhabituellement silencieux, son assurance typique remplacée par un silence contemplatif alors que son chauffeur naviguait dans la circulation de midi à Manhattan. Fett étudia son profil, la ligne forte de sa mâchoire, le léger froncement entre ses sourcils alors qu'il traitait cette nouvelle information. « Est-ce un problème ?» demanda-t-elle finalement, la voix douce mais directe, une main reposant inconsciemment sur son abdomen où 2 nouvelles vies prenaient forme. Le contrat ne stipulait pas plusieurs enfants. Elle s'était préparée à diverses réactions, de la frustration face à la complication, peut-être, ou un ajustement commercial de leur accord. Ce à quoi elle n'était pas préparée, c'était l'expression qui traversa le visage d'Orson lorsqu'il se tourna vers elle, un mélange complexe d'émotions qui ressemblait remarquablement à de la vulnérabilité. « Non, ce n'est pas un problème, » répondit-il après un moment, la voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « C'est plus que ce que j'espérais. »
Cet aveu simple contenait des strates que Fett ne pouvait entièrement décrypter, des aperçus de l'homme sous la façade soigneusement construite du PDG impitoyable. Avant qu'elle ne puisse répondre, Orson poursuivit, son ton revenant vers le pragmatisme, bien que dépourvu de sa froideur habituelle. Cela change les choses. Les grossesses gémellaires sont plus à risque que les grossesses uniques. Vous aurez besoin de soins plus complets. Ces inquiétudes semblaient aller au-delà de l'intérêt pragmatique de protéger son investissement, suggérant quelque chose de plus fondamentalement humain. Fett l'observa alors qu'il passait des appels, réorganisant son emploi du temps pour assister à des rendez-vous médicaux plus longs, demandant à son assistant de rechercher les meilleurs spécialistes maternels pour les grossesses multiples. L'efficacité demeurait, mais elle était désormais teintée de ce qui semblait être une véritable préoccupation pour son bien-être, et celui des bébés qu'elle portait. Ce soir-là, Orson insista pour qu'elle déménage du pavillon d'amis vers la maison principale. « Vous avez besoin de soins appropriés », déclara-t-il alors qu'ils étaient assis dans sa cuisine moderne et élégante, où il avait, à la surprise générale, préparé le dîner lui-même, un repas simple mais parfaitement exécuté qui révélait une autre facette inattendue de cet homme complexe. Les jumeaux représentent un risque plus élevé. Le pavillon est trop isolé si vous avez besoin d'aide. Fett hésita, mal à l'aise à l'idée que s'installer dans l'espace personnel d'Orson brouillerait les frontières déjà compliquées de leur arrangement. Le pavillon avait fourni une distance physique et émotionnelle nécessaire, un rappel que leur lien était temporaire et contractuel, plutôt qu'intime et durable. « Je m'en sors très bien dans le pavillon », contrat-elle en poussant la nourriture dans son assiette, n'ayant soudain plus aussi faim qu'un instant auparavant. La pensée de vivre sous le même toit qu'Orson, de naviguer dans les espaces partagés et les interactions quotidiennes avec un homme qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait, la remplissait d'un mélange d'appréhension et d'autres choses qu'elle n'était pas prête à examiner de trop près. « Mon père sera en visite la semaine prochaine », ajouta Orson de manière inattendue, changeant de sujet avec sa brusquerie caractéristique. « Il veut voir comment l'arrangement progresse. » L'hésitation avant le mot arrangement était légère mais perceptible, un minuscule indicateur de la façon dont leur situation avait évolué au-delà des termes cliniques de leur contrat initial. Fett leva les yeux, surprise, car c'était la première mention d'une visite de Gerald King depuis le début de leur accord. « Il est au courant pour moi ?» « Pour la grossesse ?» demanda-t-elle, soudain consciente de la façon dont elle pourrait être perçue par le patriarche King, comme une transaction, une nécessité, ou pire encore. Orson hocha la tête, son expression se durcissant presque imperceptiblement. Il connaît l'essentiel, pas tous les détails. Il étudia son visage un instant avant d'ajouter « Mon père peut être difficile. » Ses opinions sur les relations sont encore plus cyniques que les miennes, façonnées par ses propres expériences. Vous avoir dans la maison principale présenterait un front plus uni. L'aveu révélait une autre couche à la demande d'Orson, pas seulement une inquiétude pour sa santé physique, mais un désir de présenter leur arrangement sous un jour spécifique à son père, pour les protéger tous les deux du jugement que Gerald King pourrait porter sur leur situation non conventionnelle. « Ce n'est pas négociable, » répondit Orson, mais son ton manquait de son tranchant habituel de commandement. Il y avait quelque chose qui ressemblait presque à une supplique sous la surface de ces mots, une vulnérabilité qu'il semblait ne pas vouloir ou ne pas pouvoir exprimer directement. « Je vous veux plus près, pour des raisons de surveillance. » La justification était clairement une vérité partielle au mieux, une tentative de cadrer sa demande dans les termes professionnels avec lesquels ils étaient tous deux plus à l'aise. Mais Fett sentait qu'il y avait plus, peut-être une véritable préoccupation pour son bien-être, peut-être un désir d'être plus impliqué dans la grossesse, peut-être quelque chose d'entièrement différent qu'Orson lui-même ne comprenait pas totalement. Fett accepta à contre-cœur, reconnaissant les avantages pratiques même si elle s'inquiétait des complications émotionnelles qu'une telle proximité pourrait créer. En quelques jours, elle fut installée dans une suite spacieuse de la maison d'Orson, ses affaires rangées par son personnel efficace, son nouvel espace de vie plus luxueux que tout ce qu'elle avait jamais connu, mais étrangement moins réconfortant que le pavillon séparé ne l'avait été. À la surprise de Fett, Orson commença à s'intéresser à sa grossesse au-delà des rapports médicaux et des arrangements pratiques. Il insista pour assister à chaque rendez-vous, s'enquit de son confort tout au long de la journée, et commença même à lire des livres pour futurs pères, bien qu'il ne se référât jamais à lui-même en tant que tel, maintenant la fiction qu'il s'agissait simplement d'un accord commercial, même si ses actions suggéraient un investissement plus profond. Un soir, près d'une semaine après son emménagement dans la maison principale, Fett le trouva dans la bibliothèque, entouré de livres sur la parentalité et de textes médicaux sur le développement des jumeaux. Son apparence habituellement immaculée était légèrement négligée, sa concentration si intense qu'il ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce qu'elle se racle doucement la gorge.
Orson leva les yeux, momentanément pris au dépourvu, une pointe d'embarras traversant ses traits pour avoir été surpris dans ce qui semblait être une véritable préparation à la paternité, plutôt qu'une simple obligation contractuelle. Vous préparez un examen? Taquina doucement faite, l'humour étant une tentative d'apaiser l'étrange tension qui semblait les suivre dans la maison ces jours-ci, une reconnaissance de la façon dont leur relation évoluait vers quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé lors de la signature de leur contrat soigneusement rédigé. Orson referma le livre qu'il étudiait, une rare vulnérabilité visible dans son expression alors qu'il la regardait, debout dans l'embrasure de la porte, sa présence chez lui encore assez nouvelle pour sembler légèrement irréelle. « Je ne sais pas ce que je fais », admit-il, la confession coûtant clairement à son orgueil. Avec tout ça. Chapitre 7, terrain mouvant. Au 5e mois, le corps de Fête avait radicalement changé. Les jumeaux rendaient sa grossesse plus prononcée qu'un seul bébé ne l'aurait fait, sa silhouette élancée arborait désormais un ventre clairement visible qu'elle berçait alternativement avec protection et examinait avec émerveillement dans le miroir. Orson avait insisté pour lui faire une garde-robe de maternité sur mesure, balayant ses protestations concernant le coup d'un geste impatient de la main. « Vous représentez King Enterprises maintenant » avait-il dit, avant de sembler se reprendre, ajoutant plus doucement « et le confort est essentiel pour une grossesse saine ». Les nouveaux vêtements étaient magnifiques, des pièces de créateur aux riches tons de joyaux qui complétaient la peau brun foncé de Fête. Malgré son éloignement physique de son magasin de Brooklyn, Junipé Organique était en plein essor. L'investissement initial l'avait non seulement sauvé de la faillite mais l'avait positionné pour une croissance inattendue, sa nouvelle ligne pour femmes de couleur gagnant une traction significative sur des marchés qui semblaient auparavant impénétrables. Orson était devenu étonnamment attentionné depuis la nouvelle des jumeaux, insistant pour prendre ses repas avec elle. Son regard s'attardait souvent sur son corps changeant avec une expression qui n'était pas une évaluation clinique, mais quelque chose de plus proche de l'admiration. Un soir, au dîner, il demanda « Pourquoi des produits de soins naturels ?» La curiosité sincère dans sa voix marquait un départ de son attitude dédaigneuse antérieure envers son entreprise. Fête sourit, s'animant sur son sujet favori, ses mains accompagnant ses paroles. Ma mère était allergique à la plupart des produits commerciaux, sa peau se couvrait d'éruptions cutanées à cause d'ingrédients auxquels la plupart des gens ne réagissent jamais. Mon père était chimiste, il créait des formules pour elle en utilisant les traditions de l'héritage caribéen de ma mère, combinées à ses connaissances scientifiques. Elle se surprit à partager des histoires qu'elle n'avait pas l'intention de raconter, encouragée par l'intérêt inattendu d'Orson, par la façon attentive dont il écoutait sans interrompre ni vérifier son téléphone, comme il le faisait lors des conversations d'affaires. Après leur mort dans l'accident de voiture, j'ai trouvé ces carnets remplis de formules, les notes de ma mère sur les plantes et les ingrédients qui avaient le mieux fonctionné, poursuivit Fête, la voix s'adoucissant au souvenir. J'ai eu l'impression qu'il m'avait laissé une feuille de route. Elle laissa sa phrase en suspens, le chagrin encore frais malgré les années. Orson l'étudia de l'autre côté de la table, quelque chose de doux entrant dans son expression habituellement gardée. Vous les aimiez beaucoup, observa-t-il calmement. Ils étaient tout pour moi, admit Fête. Junipé Organique n'est pas juste une entreprise, c'est leur héritage. Plus tard cette semaine-là, Orson l'a surpris en convertissant l'une des chambres d'amis en un petit laboratoire pour son travail, équipé de tout ce dont elle avait besoin pour continuer à développer des formules. Votre entreprise ne devrait pas souffrir de notre arrangement, dit-il simplement en lui montrant l'espace. La prévenance de ce geste toucha profondément Fête, suggérant une compréhension de ses besoins qui allait au-delà de leur contrat. À mesure que sa grossesse progressait, Fête remarqua des changements subtils chez Orson que d'autres auraient pu manquer. Il commença à travailler de la maison plus souvent, convertissant une partie de son bureau en espace de travail temporaire, ce qui lui permettait d'être présent sans reconnaître explicitement qu'il choisissait d'être près d'elle. Parfois, elle le surprenait à la regarder quand il pensait qu'elle ne le voyait pas, non pas avec calcul, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement, son regard s'attardant sur la preuve visible des nouvelles vies grandissant en elle. Un après-midi, Fête entra dans la cuisine pour le trouver en train de parler doucement avec son chef cuisinier de l'incorporation de plus de plats d'inspiration caribéenne au menu, puisant clairement dans les détails qu'elle avait mentionnés sur les favoris de son enfance. Lorsqu'il remarqua sa présence, il n'essaya pas de cacher la conversation, lui demandant plutôt son avis d'une manière qui reconnaissait son héritage culturel comme quelque chose de précieux plutôt que d'accessoire. Une nuit, Fête se réveilla en proie à de vives douleurs qui firent courir la peur dans ses veines. Instinctivement, sans considération pour leur relation complexe, elle appela Orson. Il apparut dans l'encadrement de sa porte presque instantanément, vêtu d'un bas de pyjama et d'un t-shirt,
les cheveux ébouriffés par le sommeil, mais les yeux immédiatement alertes à la vue de sa détresse. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il, traversant la pièce jusqu'à son chevet en deux grandes enjambées. Fête agrippa son abdomen, la peur rendant sa voix serrée. Douleur. Quelque chose ne va pas. Orson attrapait déjà son téléphone, appelant son chauffeur tout en l'aidant simultanément à s'asseoir, sa main libre soutenant son dos avec une douceur qui démentait sa présence imposante habituelle. Hôpital. Maintenant, déclara-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion alors qu'il l'aidait à enfiler un peignoir, ses gestes efficaces mais prudents. L'urgence s'avéra être un faux travail, mais le médecin avertit que Fête avait besoin de plus de repos. Sur le chemin du retour, Orson était inhabituellement silencieux, son profil sévère dans la lumière tamisée de l'habitacle de la voiture. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait une détermination que Fête reconnaissait de ses relations d'affaires. « J'engage une infirmière à temps plein », annonça-t-il. Fête ressentit un éclair d'irritation face à sa présomption, face au rappel que malgré l'évolution de leur relation, Orson avait toujours le réflexe de prendre des décisions unilatérales. « C'est excessif », protesta-t-elle. « Rien n'est excessif quand il s'agit de leur sécurité », répondit fermement Orson. Sa main se dirigea inconsciemment vers son ventre avant qu'il ne se reprenne et ne la retire, le geste avorté révélant plus qu'il ne l'avait peut-être voulu sur son investissement émotionnel croissant dans la grossesse. Cette nuit-là, alors qu'Orson l'aidait à retourner dans sa chambre, Fête trébucha légèrement sur le tapis moelleux. Ses bras la rattrapèrent, fort et sûr, une main à sa taille et l'autre agrippant doucement son bras. Pendant un instant, ils se tinrent assez proches pour sentir le souffle de l'un et de l'autre. Le visage de Fête levé vers le sien, Orson la regardait avec une expression qui contenait une multitude de choses, de l'inquiétude certainement, mais aussi quelque chose de plus chaud qui fit battre le cœur de Fête plus vite. « Merci », murmura-t-elle, soudain consciente de la chaleur de sa main à travers le tissu fin de sa chemise de nuit, de la force solide de son corps près du sien. Les yeux d'Orson descendirent vers ses lèvres, puis remontèrent vers ses yeux, le moment s'étirant entre eux, tendu de possibilités. Puis, comme se rappelant à l'ordre, il l'écarta doucement, ses mains s'attardant juste une fraction de seconde de plus que nécessaire. « Reposez-vous » dit-il, la voix plus rauque que d'habitude, trahissant des émotions qu'il souhaitait clairement contenir. Fête le regarda s'éloigner dans le couloir faiblement éclairé, sa main reposant sur son ventre rond où les jumeaux signalaient occasionnellement leur présence par de doux mouvements. Quelque chose avait changé entre eux à ce moment-là dans le couloir, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à reconnaître mais qu'il serait impossible d'ignorer complètement. Fête ferma la porte de sa chambre, s'appuyant contre elle alors qu'elle absorbait les implications de ce qui venait de se passer. Non pas ce qui s'était passé, mais ce qui avait failli se passer, et ce que cela révélait sur la nature changeante de ses sentiments envers Orson King. Elle tombait amoureuse de lui, malgré toutes ses intentions de garder cet arrangement strictement professionnel. La réalisation était à la fois terrifiante et étrangement inévitable, comme regarder des nuages d'orage s'amonceler à l'horizon, beaux à leur manière, mais promettant des turbulences à venir. Chapitre 8 – Les murs tombent. Le 6e mois apporta une nouvelle dimension à leur arrangement. Orson avait commencé à accompagner Fête lors de promenades dans le jardin isolé de la propriété, insistant sur le fait que l'air frais était bon pour sa santé et le développement des jumeaux. Ces promenades, menées initialement dans un silence gêné ponctué par les questions cliniques d'Orson sur sa condition physique, évoluèrent progressivement vers quelque chose qu'aucun n'avait anticipé, des moments de connexion authentiques où les barrières entre eux s'abaissaient petit à petit à chaque conversation partagée. Le temps printanier avait transformé le jardin en une explosion de couleurs et de parfums, l'espace soigneusement entretenu offrant à la fois beauté et intimité face au monde extérieur qui ignorait tout de leur situation de vie insolite. Fête se surprit à attendre avec impatience ces excursions quotidiennes, l'occasion d'échapper aux confins de la maison et d'apercevoir davantage l'homme complexe derrière la façade soigneusement entretenue d'Orson. « Que leur direz-vous à mon sujet » demanda Fête un après-midi alors qu'il suivait le chemin de pierre sinueux parmi les magnolias en fleurs, exprimant la question qui la tourmentait depuis des mois, mais qu'elle n'avait jamais trouvé le courage d'articuler jusqu'à maintenant. Les jumeaux étaient devenus de plus en plus actifs, leurs mouvements n'étant plus les doux frémissements du début de grossesse, mais des coups de pied et des roulades distincts qu'Orson regardait parfois avec une fascination à peine dissimulée quand il pensait que Fête ne le remarquait pas. Sa main reposait de manière protectrice sur son ventre rond alors qu'elle posait la question, ses yeux sombres fixés sur le visage d'Orson, déterminés à voir sa réaction sans filtre face à cette confrontation directe avec leur avenir. Les pas d'Orson faiblirent, son assurance habituelle momentanément ébranlée par l'enquête inattendue. Il détourna le regard vers la ligne d'horizon de Manhattan visible au-delà des murs du jardin,
son profil fort se détachant sur le fond de ciel bleu et d'immeubles lointains. Je n'ai pas pensé aussi loin, admit-il finalement, bien que quelque chose dans son ton suggéra que ce n'était pas entièrement vrai, que peut-être il avait considéré cette question mais n'avait trouvé aucune réponse satisfaisante. Vraiment ? Insista doucement Fett, refusant de laisser passer le moment sans aborder la réalité qui finirait par les confronter tous. Ces enfants poseront la question un jour, ils voudront savoir qui est leur mère. Elle appuya délibérément sur le mot, un rappel que peu importe les documents légaux qu'ils avaient signés, la biologie et la connexion humaine ne pouvaient être si facilement écartées. Ils remarqueront qu'ils ont une mère noire quand ils se regarderont dans le miroir, quand ils verront des traits qui ne viennent pas de vous. L'observation resta suspendue entre eux, reconnaissant la complexité supplémentaire que leurs origines raciales différentes apporteraient à la situation, les questions qui surgiraient inévitablement à mesure que les jumeaux grandiraient et deviendraient plus conscients d'eux-mêmes et de leurs origines. Un orage passa sur le visage d'Orson, des émotions conflictuelles luttant pour la dominance dans une expression habituellement gardée soigneusement neutre. Le contrat stipule, commença-t-il, se rabattant sur le cadre légal qui avait défini leur relation depuis le début. Je sais ce que dit le contrat, l'interrompit Fett, la voix douce mais ferme alors qu'il s'arrêtait près d'un banc de pierre niché parmi les buissons fleuris. Elle s'y installa, le poids des jumeaux rendant même les courtes promenades fatigantes ces jours-ci. Orson resta debout un moment avant de la rejoindre à contre-cœur, maintenant une distance prudente malgré l'espace limité. Mais les contrats ne tiennent pas compte des cœurs humains, Orson. Ces bébés auront des questions un jour. Ils voudront connaître leur héritage, savoir d'où ils viennent. La moitié de leur ADN, la moitié de leur identité, viendra de moi. Elle se tourna légèrement pour lui faire face, l'expression sérieuse, voulant qu'ils comprennent la complexité de ce qu'ils avaient créé ensemble. Pas seulement de nouvelles vies, mais de nouvelles identités qui auraient besoin d'être nourries et comprises au-delà de ce que les documents légaux pouvaient traiter. Que leur direz-vous quand ils demanderont pourquoi leur mère n'est pas dans leur vie? Me dépeindrez-vous comme quelqu'un qui les a abandonnés pour de l'argent? Leur direz-vous la vérité sur notre arrangement? La question sembla percer quelque chose dans l'armure prudente d'Orson, atteignant des parties de lui qu'il gardait rigoureusement protégées. Il fixa ses mains, fortes et capables dans les affaires, mais paraissant soudain inadéquate face aux responsabilités futures que Fett le forçait à affronter. Le silence s'étira entre eux, rempli des chants d'oiseaux et du bruit lointain de la ville, avec le poids des décisions non encore prises, mais qui ne pouvaient être indéfiniment reportées. Quand Orson parla enfin, sa voix était plus calme que d'habitude, dépouillée de sa certitude impérieuse coutumière. « Je ne sais pas » confessa-t-il, l'aveu lui coûtant clairement en orgueil. « Je n'ai pas considéré. » Il laissa sa phrase en suspens, semblant lutter pour articuler des pensées qu'il avait délibérément évité d'examiner de trop près. Fett attendit, lui laissant l'espace pour trouver ses mots, comprenant que pour un homme comme Orson, habitué à avoir réponse à tout, une telle incertitude était profondément inconfortable. Ce soir-là, après que le dîner eut été débarrassé et qu'ils furent assis dans le calme confortable du salon rarement utilisé d'Orson, il apparut à l'entrée du coin salon attenant à la chambre de Fett, avec une expression suggérant qu'il avait pris une sorte de décision après des heures de débat interne. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit dans le jardin », commença-t-il sans préambule, s'abaissant dans le fauteuil face à l'endroit où Fett passait en revue les derniers rapports financiers de Juniper Organic. Elle posa sa tablette, lui accordant toute son attention, reconnaissant l'importance de son retour volontaire sur leur conversation antérieure, plutôt que de la laisser s'estomper sans résolution, comme il aurait pu le faire il y a des mois. Orson rencontra son regard directement, son masque habituel d'indifférence remplacé par quelque chose de plus vulnérable, de plus authentique. Peut-être. Peut-être pourrions-nous modifier notre arrangement. Fett haussa un sourcil, surprise par cette ouverture inattendue, cette volonté de reconsidérer des termes qui avaient semblé immuables lorsqu'ils avaient signé leur contrat pour la première fois. De quelle manière, demanda-t-elle prudemment, ne voulant pas présumer de sa signification ni pousser trop fort contre cette nouvelle volonté fragile de négocier. Les doigts d'Orson tapotèrent un rythme irrégulier contre la coudoir de son fauteuil, une rare manifestation d'énergie nerveuse de la part d'un homme qui maintenait généralement un contrôle physique rigoureux. Des droits de visite, dit-il finalement, les mots venant avec une difficulté évidente, après leur naissance. Pas fréquemment, mais occasionnellement, pour qu'ils vous connaissent, qu'ils aient une relation avec vous. Ce serait plus sain pour eux, je pense. La concession stupéfia Fett, représentant un changement fondamental dans la façon dont Orson voyait leur arrangement. Ce n'était plus une simple transaction,
mais une situation humaine complexe avec des implications à long terme pour le bien-être émotionnel des enfants qu'ils avaient créés ensemble. Pourquoi ce changement d'avis, demanda doucement Fett, voulant comprendre l'évolution de sa pensée, pour jauger la sincérité de cette offre, plutôt que d'y voir une concession temporaire qu'il pourrait regretter ou révoquer plus tard. Orson détourna brièvement le regard, ses yeux tombant sur la courbe subtile de son ventre où ses enfants grandissaient, avant de revenir croiser ses yeux avec une franchise inhabituelle. Il mérite de vous connaître, admit-il, chaque mot semblant lui coûter quelque chose dans la monnaie de la distance émotionnelle qu'il avait utilisée pendant la majeure partie de sa vie adulte. Votre. Il hésita, cherchant des mots qui ne révéleraient pas trop de ses sentiments changeants. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Fett. L'utilisation de son prénom ne lui échappa pas, prononcé non comme une formalité commerciale, mais avec une chaleur qui suggérait une véritable estime. C'était la première fois qu'il l'utilisait depuis le début de leur arrangement avec une telle sincérité sans défense, un indicateur petit mais significatif de la façon dont leur relation avait évolué, malgré tous leurs efforts pour maintenir un détachement professionnel. Leur relation continua de changer subtilement dans les semaines qui suivirent, les frontières rigides de leur contrat initial de plus en plus adoucies par la réalité quotidienne de l'espace partagé et du but commun. Orson commença à se joindre à Fett pour le dîner chaque soir, leur conversation s'étendant progressivement au-delà de sa grossesse et de ses soucis d'affaires vers des territoires plus personnels. Il parlait avec une réticence hésitante au début, mais avec une ouverture croissante, de son enfance, de l'abandon qu'il avait façonné, de la distance émotionnelle de son père qui lui avait appris à assimiler la vulnérabilité à la faiblesse, des murs défensifs qu'il avait construits pour se protéger du genre de douleur que le départ de sa mère avait infligé. Fett partageait en retour des histoires de ses parents, de la famille unie qui avait façonné sa compréhension de l'amour et de l'engagement, de ses rêves pour Junipé Organique qui allait au-delà du succès financier, pour créer quelque chose de significatif et durable à la mémoire de ses parents. Au cours de son 7e mois, Fett se réveilla une nuit pour trouver la maison inhabituellement calme, les bruits subtils normaux d'Orson travaillant tard dans son bureau étant absents. Incapable de trouver une position confortable pour dormir, un inconfort familier qui devenait plus intense ces derniers jours, elle s'enveloppa dans un peignoir doux et erra dans les couloirs faiblement éclairés, découvrant finalement de la lumière s'échappant de la porte partiellement ouverte de la chambre d'enfant qu'il avait commandée. Fett s'arrêta dans l'embrasure de la porte, surprise de trouver Orson assis seul dans la pièce, entouré des meubles et décorations soigneusement sélectionnés qui attendaient l'arrivée des jumeaux. Il était assis dans l'un des 2 fauteuils à bascule assortis, fixant les 2 berceaux avec une expression d'une vulnérabilité si désarmée que Fett faillit battre en retraite, ayant l'impression d'avoir fait intrusion dans quelque chose de profondément privé. Plus tôt ce jour-là, ils avaient assisté à un rendez-vous médical où, bien que le spécialiste eût maintenu un ton rassurant, Fett avait remarqué le léger froncement de sourcils alors qu'elle examinait l'échographie. Votre tension artérielle a tendance à être plus élevée que je ne le voudrais, avait mentionné le médecin avec désinvolture. Trop désinvolte, pensa Fett. Orson l'avait immédiatement bombardé de questions sur les risques et les précautions, révélant une profondeur d'inquiétude qui contrastait fortement avec son attitude contrôlée habituelle. Le médecin avait prescrit plus de repos et une surveillance supplémentaire, des assurances qui auraient dû être réconfortantes, mais qui avaient au contraire planté des graines d'inquiétude que Fett pouvait voir reflétées maintenant dans l'expression pensive d'Orson alors qu'il était assis seul dans la chambre d'enfant, contemplant les berceaux vides qui attendaient leurs enfants. Avant qu'elle ne puisse s'éclipser, Orson sentit sa présence, bien qu'il ne se retournât pas immédiatement, sa voix basse dans la pièce silencieuse. Impossible de dormir aussi? Fett entra avec hésitation, s'asseyant prudemment dans le second fauteuil à bascule à côté de lui, ses mouvements plus lents et plus délibérés à mesure que sa grossesse avançait. Les jumeaux ont décidé que la nuit est le moment idéal pour l'entraînement de gymnastique, répondit-elle avec un petit sourire, une main se déplaçant automatiquement vers son ventre, où l'un des bébés était effectivement actif. Ils restèrent assis dans un silence complice pendant plusieurs instants, le clair de lune filtrant à travers les rideaux partiellement tirés, créant des motifs sur le tapis moelleux. La fresque soigneusement peinte d'une carte du monde sur un mur reflétait l'espoir d'Orson que ses enfants grandiraient avec des horizons plus larges que ceux qu'il avait connus dans sa propre éducation restrictive. Je n'arrête pas de penser à mon père, admit finalement Orson, brisant le silence avec une franchise inattendue. Au genre de père que je serais. La confession révélait plus des pensées intimes d'Orson qu'il ne s'autorisait généralement à partager, un aperçu des anxiétés qui le tourmentaient sous son extérieur confiant. Fett étudia son profil dans la pénombre, ne voyant pas le puissant PDG mais simplement un homme confronté à la réalité imminente de la paternité avec toutes ses incertitudes et responsabilités. Vous êtes déjà différent de lui, observa-t-elle calmement, sa voix douce dans le calme de la chambre d'enfant.
Vous êtes là, vous vous souciez d'eux, vous vous préparez. Elle fit un geste vers la pièce, vers la preuve de la réflexion et de la considération qui avait servi à créer cet espace pour des enfants pas encore nés mais déjà profondément considérés. Votre père n'a jamais lu de livre sur la parentalité ni ne s'est assis dans une chambre d'enfant à minuit, se demandant s'il était à la hauteur. Le fait que vous fassiez ces choses signifie que vous avez déjà une longueur d'avance. Est-ce que je sais comment prendre soin de quelqu'un, demanda Orson, la question clairement rhétorique mais révélant des profondeurs de doute de soi dont Fett ne l'aurait pas cru capable il y a quelques mois. J'ai passé ma vie à éviter les attachements, à bâtir une entreprise au lieu de relations. Je ne suis pas sûr d'avoir la capacité pour le genre d'ouverture dont les enfants ont besoin. La vulnérabilité de son aveu toucha quelque chose en fait, une reconnaissance que sous l'arrogance et le contrôle qu'elle avait initialement rencontré se trouvait un homme véritablement préoccupé par sa capacité à apporter un soutien émotionnel à ses enfants, conscient de ses limites d'une manière dont elle ne l'avait pas crédité. Sans réfléchir, elle tendit la main vers la sienne où elle reposait sur la coudoir du fauteuil à bascule, un geste de réconfort et de connexion qui aurait été impensable lors de leur rencontre. Les doigts d'Orson se refermèrent sur les siens, chauds et forts, le simple contact humain semblant l'ancrer. Faites. Il prononça son nom comme s'il le testait sur sa langue, infusant la syllabe unique de signification qu'aucun d'eux n'était tout à fait prêt à articuler. Leurs yeux se rencontrèrent dans la chambre d'enfants éclairée par la lune, une reconnaissance mutuelle passant entre eux de la distance parcourue depuis la salle de conférence froide où leur arrangement avait commencé, des nombreuses dimensions inattendues que leur relation avait développées malgré leur détermination initiale à la garder strictement professionnelle. Oui, répondit doucement Fett, consciente de l'atmosphère chargée entre eux, de la façon dont leurs mains jointes représentaient une connexion qui s'étendait au-delà de leurs obligations contractuelles l'un envers l'autre. Je suis heureux que ce soit vous, dit simplement Orson. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés d'implications qu'aucun n'était prêt à explorer pleinement mais qu'aucun ne pouvait entièrement ignorer. La déclaration englobait plus que de la gratitude pour sa participation volontaire à leur arrangement, elle suggérait une reconnaissance que, parmi toutes les mères porteuses potentielles qu'il aurait pu choisir, la combinaison particulière de force, d'intégrité et de compassion de Fett avait apporté quelque chose d'essentiel et d'inattendu dans sa vie soigneusement ordonnée. Fett sentit quelque chose bouger en elle à ces mots, une cristallisation de sentiments qui se développait depuis des semaines. Ce n'était pas juste une chose qui l'avait attiré vers cet homme complexe, mais une mosaïque de moments, la façon dont elle l'avait surpris à rechercher des ingrédients de soins naturels pour mieux comprendre son entreprise. Sa douceur inattendue lorsqu'il l'aidait à monter les escaliers les jours où son équilibre semblait précaire. La fois où elle s'était réveillée d'une sieste pour le trouver endormi dans un fauteuil à proximité, un gardien protecteur dont la vulnérabilité dans le sommeil révélait l'homme sous l'armure. Le plus révélateur avait été le matin où elle avait mentionné que les petits déjeuners traditionnels du dimanche de sa mère lui manquaient, pour trouver le chef d'Orson lui présentant une version impeccablement documentée des plats caribéens que sa mère avait jadis préparés, clairement commandés par un homme qui écoutait plus attentivement qu'il ne le laissait paraître. Fett serra doucement sa main en réponse. Incapable de trouver des mots qui n'en diraient ni trop peu face à cette confession silencieuse, ils restèrent ainsi un certain temps, reliés par leurs mains jointes alors que le clair de lune se déplaçait sur le sol de la chambre, chacun perdu dans ses pensées privées sur l'avenir qui les attendait et les sentiments complexes qui s'étaient développés là où seul un accord commercial était censé exister. Chapitre 9, la tempête avant le calme. Le 8e mois apporta de sérieuses complications lorsque la tension artérielle de Fett atteignit des niveaux alarmants. La prééclampsie est un risque que nous devons prendre au sérieux, expliqua le médecin, surtout avec des grossesses gémellaires. Le diagnostic transforma Orson du jour au lendemain. Il réorganisa tout son emploi du temps professionnel, déléguant des responsabilités qu'il aurait auparavant insisté pour gérer seul. Le médecin ordonna un repos complet au lit, un stress minimal et une surveillance constante. Orson transforma la suite de Fett en un espace médicalement équipé, ne lésinant sur aucune dépense pour les meilleurs spécialistes. Vous n'avez pas besoin de planer au-dessus de moi, protesta Fett alors qu'Orson vérifiait sa tension artérielle pour la 3e fois en un seul après-midi. Les infirmières sont parfaitement capables de faire leur travail. Fett attrapa son poignet, le forçant à croiser son regard. Vous avez peur, dit-elle, la réalisation se faisant jour. Vous avez réellement peur. Le masque d'Orson glissa, révélant une vulnérabilité qui aurait choqué ceux qui ne le connaissaient que comme le PDG impitoyable. S'il vous arrivait quelque chose, ô bébé. Commença-t-il, avant de s'arrêter brusquement. Il ne se passera rien, l'assura Fett, plaçant sa main sur son ventre rond où l'un des jumeaux bougeait. Nous sommes plus forts que vous ne le pensez. Cette nuit-là,
Alors que Fête dormait par intermittence, Orson s'assit près de son lit. Lorsqu'elle s'agita à cause d'un cauchemar, il prit sa main sans hésitation. « Je suis là », murmura-t-il. « Vous n'êtes pas seul. » Le lendemain matin, Fête se réveilla pour trouver Orson toujours là, endormi dans le fauteuil, sa main tenant toujours la sienne. Quelque chose se brisa en elle, la dernière défense contre ce qu'elle ressentait depuis des mois. Quelque part entre les négociations contractuelles et les veillées de minuit, Fête était tombée amoureuse d'Orson King. Avant que Fête ne puisse pleinement assimiler cette révélation, Gerald King arriva à l'improviste. Orson rencontra son père dans le bureau, choisissant délibérément un endroit éloigné de la suite de Fête. « C'est donc vrai, » dit Gerald. « Tu négliges l'entreprise pour une mère porteuse. » Orson se hérissa immédiatement. « Fête n'est pas juste une mère porteuse, » répondit-il, la voix froide. Les sourcils de Gerald se levèrent. « Fête, c'est ça ? Plus Mademoiselle Junipé. » Développement intéressant. « Que veux-tu, père ?» demanda directement Orson. Gerald étudia son fils. « Le conseil est inquiet. Tu as manqué 3 réunions critiques. Il y a des rumeurs sur ta situation. » La mâchoire d'Orson se serra. Les bébés naîtront dans quelques semaines. La lignée King continue. N'est-ce pas ce que tu voulais? Gerald étudia son fils. C'était le cas, mais maintenant je suis inquiet d'autre chose. Tu développes des sentiments pour cette femme. Cela ne te regarde pas, répliqua sèchement Orson. Gerald soupira. Si, quand cela affecte King Enterprises. Dois-je te rappeler ce qui s'est passé après le départ de ta mère? Comment ton jugement a été obscurci pendant des années après cela? La référence à ces années douloureuses frappa Orson comme un coup physique. Fête n'a rien à voir avec elle, déclara Orson avec une certitude absolue. Toutes les femmes sont les mêmes quand il s'agit d'en tirer avantage, dit Gerald, la voix lourde d'amertume. Elle est venue vers toi pour l'argent. Elle te quittera pour l'argent aussi, une fois qu'elle en aura assez. Avant qu'Orson ne puisse répondre, un fracas retentit à l'étage. Il courut vers la chambre de Fête pour la trouver effondrée sur le sol de la salle de bain, du sang tachant sa chemise de nuit. Les bébés, murmura-t-elle alors qu'Orson s'agenouillait près d'elle. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les bébés. Alors qu'il portait Fête en bas des escaliers, devant l'expression choquée de son père et jusque dans la voiture qui attendait, Orson était conscient d'une clarté parfaite, comprenant ce qui comptait le plus pour lui désormais. « Reste avec moi », murmura-t-il contre les cheveux de Fête alors que la voiture filait vers l'hôpital. « Je ne peux pas faire ça sans toi. » L'aveu contenait une multitude de choses, des reconnaissances de dépendance et de besoins que le Orson d'il y a 6 mois aurait considérés comme des faiblesses inacceptables, mais qui ressemblaient maintenant à des vérités essentielles. Chapitre 10, Nouvelle vie. Les couloirs de l'hôpital résonnaient de l'urgence contrôlée d'une urgence médicale, l'éclairage fluorescent agressif projetant des ombres austères alors que Fête était emmenée précipitamment en chirurgie. L'équipe médicale se déplaçait avec une efficacité rodée, une chorégraphie de professionnalisme qui contrastait fortement avec la panique à peine contenue d'Orson alors qu'il était dirigé vers la salle d'attente, soudain impuissant dans une situation qu'aucune somme d'argent ou d'influence ne pouvait contrôler. Il arpentait la petite salle privée, incapable de s'asseoir, incapable de se concentrer sur autre chose que l'incertitude terrifiante de ce qui se passait derrière les portes closes. Gerald avait suivi dans une voiture séparée, assis maintenant silencieusement dans un coin de la salle d'attente, sa posture de confrontation antérieure adoucie par la gravité de la situation, par la preuve indéniable de l'investissement émotionnel de son fils envers Fête et les jumeaux. Le temps s'étirait et se contractait dans l'espace surréaliste de la crise, les minutes semblant des heures alors qu'Orson attendait des nouvelles. Son esprit tournait de manière obsessionnelle à travers les pires scénarios, malgré ses tentatives de se concentrer sur des issues positives, les avertissements de son père résonnant inconfortablement contre ses propres peurs les plus profondes de perte et d'abandon. Il avait passé des décennies à bâtir des défenses contre précisément ce genre de vulnérabilité, construisant sa vie pour minimiser le risque émotionnel, et pourtant il était là, complètement exposé, totalement dépendant de circonstances indépendantes de sa volonté, son existence soigneusement ordonnée suspendue au bien-être d'une femme qu'il avait initialement considérée comme guère plus qu'un moyen pour parvenir à une fin. L'ironie ne lui échappait pas, bien qu'il ne trouvât aucun réconfort dans la reconnaissance de la façon dont ses priorités avaient complètement changé, de la façon dont Fête avait bouleversé la froide efficacité de la vie qu'il avait conçue pour lui-même. Monsieur King. Une infirmière apparut à l'embrasure de la porte,
son expression professionnellement neutre alors que la tête d'Orson se relevait brusquement, son corps se tendant en anticipation de la nouvelle qu'elle apportait. Le médecin voudrait vous parler. Orson sentit son cœur s'arrêter, le temps se suspendant alors qu'il cherchait dans le visage de l'infirmière un indice de ce qu'il attendait, ne trouvant rien dans son calme soigneusement maintenu pour indiquer s'il était sur le point de recevoir des nouvelles de vie ou de mort. Sont-ils? Commença-t-il, incapable de terminer la question, les mots lui manquant dans un rare moment de vulnérabilité totale. Gérald s'était levé à l'entrée de l'infirmière, se déplaçant pour se tenir derrière son fils, une main planant près de l'épaule d'Orson dans un geste de soutien inhabituel qui ne s'acheva pas tout à fait. Des décennies de distance émotionnelle rendaient même ce moment de crise insuffisant pour combler complètement le fossé entre eux. La césarienne s'est bien passée, annonça le médecin. Elle entra dans la salle d'attente, retirant sa charlotte chirurgicale pour dévoiler des cheveux grisés tirés en un chignon strict. Vous avez un garçon et une fille en bonne santé. Ils sont petits, comme on peut s'y attendre avec des jumeaux prématurés, mais leurs signes vitaux sont solides. Le soulagement envahit Orson telle une vague si puissante qu'elle faillit faire flancher ses genoux, la gratitude submergeant momentanément sa maîtrise de soi habituelle. Les jumeaux étaient en sécurité, ses héritiers, le but originel de tout cet arrangement. Pourtant, sa première question révéla à quel point ses priorités avaient radicalement changé au fil des mois de la grossesse de Fête. Et Fête? Mademoiselle Junipé, demanda-t-il, la voix enrouée par des émotions qu'il ne tentait plus de dissimuler, ni au médecin, ni à son père, ni même à lui-même. Comment va-t-elle? L'expression du médecin devint plus grave, tempérant les bonnes nouvelles concernant les jumeaux par une évaluation plus prudente de l'état de Fête. Il y a eu des complications, expliqua-t-elle en soutenant le regard d'Orson, respectant son besoin évident d'honnêteté absolue plutôt que de fausse rassurance. Une perte de sang importante durant l'intervention d'urgence. Nous l'avons stabilisée et elle reçoit actuellement des transfusions. Elle est jeune et était en excellente santé avant cette grossesse, ce qui joue en sa faveur, mais les prochaines 24 heures seront critiques pour déterminer son rétablissement. Orson absorba cette information avec un calme apparent, des années de crise professionnelle lui ayant appris à traiter les mauvaises nouvelles sans réaction visible. Cependant, ses mains serrées le long de son corps trahissaient l'intensité de son inquiétude, la profondeur de son investissement dans le rétablissement de Fête, qui dépassait de loin les paramètres de leur contrat initial. Dans l'unité de soins intensifs néonatales, Orson se pencha pour la première fois au-dessus de ses enfants, contemplant ces êtres minuscules nichés dans leurs incubateurs respectifs, entourés d'équipements de surveillance qui bipaient doucement dans l'ambiance feutrée. Ils étaient plus petits qu'ils ne l'avaient imaginé, plus fragiles, leurs traits miniatures parfaits portant des combinaisons subtiles de ses propres caractéristiques et de celles de Fête. Le garçon avait le nez droit et la mâchoire forte d'Orson, mais les lèvres pleines de Fête. La fille avait les pommettes hautes de Fête et le même magnifique teint brun riche, mais les yeux d'Orson montraient déjà des nuances de sa couleur brun profond sous les paupières délicates. Leur héritage mixte était évident dans leurs traits, un mélange parfait de son teint plus clair et de la peau d'ébène de Fête, créant quelque chose d'une beauté unique qu'Orson se surprit à étudier avec émerveillement. L'infirmière, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants et aux gestes efficaces, lui proposa de les tenir une fois le contact physique limité autorisé. « Je ne sais pas comment faire », admit Orson. L'aveu lui vint plus facilement qu'il ne l'aurait fait des mois auparavant, sa fierté habituelle quant à ses capacités étant supplantée par son désir de bien faire pour ces nouvelles vies vulnérables qui dépendaient entièrement des autres. Comme ceci, montra l'infirmière avec une aisance rodée, utilisant une poupée pour montrer le bon soutien de la tête et du corps d'un nouveau-né, avant de préparer la fille d'Orson pour sa première rencontre avec son père. Malgré son incertitude initiale, Orson sentit quelque chose d'instinctif prendre le dessus alors que le petit paquet était placé dans ses bras. Son corps s'ajusta pour accueillir son poids-plume, ses muscles se tendant de manière protectrice autour de sa forme délicate. Il baissa les yeux vers son visage, aux traits encore gonflés par la naissance mais indéniablement parfaits à ses yeux de nouveau père, et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. C'était une sensation à la fois douloureuse et exquise, comme si des parties de lui-même, longtemps gelées, dégelaient tout en même temps, submergeant son système émotionnel de sentiments qu'il n'avait aucun cadre pour traiter. Vint ensuite son fils, tout aussi minuscule, tout aussi miraculeux, sa petite main se refermant par réflexe autour du doigt d'Orson avec une force surprenante pour un être si petit. La connexion physique, si simple et pourtant si profonde, fit monter une humidité inattendue aux yeux d'Orson, une vulnérabilité qu'il aurait cachée à quiconque, mais qui semblait maintenant une réponse tout à fait appropriée à la grandeur du moment. « Avez-vous choisi des prénoms » demanda l'infirmière après qu'Orson eut passé du temps avec chaque jumeau,
sa question le tirant de la communion silencieuse qu'il vivait avec ses enfants. La demande le prit au dépourvu, les prénoms avaient semblé être une formalité technique lorsqu'il avait conçu cet arrangement, un détail à régler plus tard. Mais en regardant leur visage maintenant, si parfait et totalement dépendant de lui, des noms génériques semblaient tout à fait inadéquats. L'esprit d'Orson alla immédiatement vers les histoires que Fête avait partagées lors de leur conversation nocturne, vers les parents dont elle s'était embattue pour préserver l'héritage à travers Junipé organique. Ethan, dit-il avec une certitude tranquille en regardant son fils, puis déplaçant son regard vers sa fille. Et Eleanor. C'étaient les prénoms des parents de Fête, un hommage à l'héritage qui formerait la moitié de l'identité de ses enfants, une reconnaissance d'une histoire familiale qui méritait respect, malgré les circonstances inhabituelles de la conception des jumeaux. Ce choix représentait plus que de simples noms, il signifiait la compréhension évolutive d'Orson de ce qu'était une famille. C'était aussi, bien qu'il ne se l'avoue pas, un geste envers Fête, une promesse silencieuse que sa contribution à la vie de leurs enfants serait reconnue et valorisée. Des heures s'écoulèrent dans un étrange limbe de joie et d'anxiété alors qu'Orson partageait son temps entre l'unité néonatale et la chambre de soins intensifs de Fête, où elle demeurait inconsciente. Gérald était retourné au bureau après avoir vu les jumeaux, sa brève visite marquée par un adoucissement inattendu envers son fils. « Ils sont beaux, fils. Tu seras un bon père pour eux, bourru mais sincère, avant de partir gérer les affaires. » La deuxième nuit, alors qu'il était assis au chevet de Fête après avoir vérifié les jumeaux une dernière fois, Orson confronta enfin la vérité qu'il avait évitée depuis des mois. Quelque part entre les négociations contractuelles et les envies de minuit, entre les rendez-vous d'échographie et les conversations tranquilles, il était tombé amoureux de Fête Junipé. Pas progressivement, comme le décriraient les romans à l'eau de rose, mais par moments discrets et déterminants. Quand elle avait tenu bon lors de leur première rencontre. Quand elle l'avait giflé pour sa cruauté. Quand il l'avait trouvé travaillant tard, sa passion révélant une profondeur de caractère qu'il ne pouvait qu'admirer. Et maintenant, alors qu'elle gisait pâle et immobile, Orson faisait face à la possibilité de la perdre avant de l'avoir vraiment eue. « J'ai besoin que tu te réveilles », chuchota-t-il en prenant sa main, la voix rauque. « Les jumeaux ont besoin de toi. » Il marqua une pause, se forçant à admettre la vérité à haute voix. « J'ai besoin de toi. Pas pour le contrat, pas pour les apparences, mais pour toutes les façons dont tu m'as changé. » Les doigts de Fête tressaillirent dans sa prise. Orson? Sa voix était faible, mais pour lui, c'était le plus beau son qu'il ait jamais entendu. « Je suis là », parvint-il à dire finalement. « Les bébés. » Commença-t-elle, l'inquiétude maternelle immédiate. « Parfait », l'assura Orson, incapable de retenir un sourire. Tous les deux, parfaits comme leur mère. Des larmes emplirent les yeux de Fête. « Tu n'es pas déçu ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Déçu ? Pourquoi serais-je déçu ?» répondit-il, sincèrement confus. « Le contrat. Je l'ai rempli », expliqua Fête. « Tu n'as plus besoin de faire semblant. » Les mots frappèrent Orson comme des coups physiques. Elle pensait que son attention n'était qu'obligation. « Je les ai appelés Ethan et Elena », dit doucement Orson, choisissant de répondre indirectement pour lui prouver sa valeur. La signification des prénoms s'inscrivit immédiatement sur son visage. « Tu t'es souvenu ?» chuchota-t-elle, de nouvelles larmes aux yeux, émue par cette attention inattendue. « Je me souviens de tout ce qui te concerne, Fête, » admit Orson. « Repose-toi, » lui dit-il doucement. « Les jumeaux et moi serons là quand tu te réveilleras. » Cette promesse suggérait une continuité, un avenir qui s'étendait au-delà des paramètres de leur arrangement initial. Chapitre 11, Vérité et conséquences. Le rétablissement de Fête fut lent mais régulier. Lorsqu'elle sortit de l'hôpital une semaine plus tard, Orson avait transformé l'aile de sa maison en un véritable espace familial. Alors qu'il aidait Fête à s'installer, un silence inconfortable planait entre eux. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle finalement, son regard direct croisant celui d'Orson. « Que veux-tu qu'il se passe ?» demanda Orson en retour. Fête détourna le regard. « Le contrat est rempli, » dit-elle doucement. « Je t'ai donné tes héritiers. Selon notre accord, je devrais recevoir le paiement final et partir. » « Est-ce tout ce qu'ils sont pour toi, les termes d'un contrat ?» demanda Orson, la voix plus tranchante qu'il ne l'aurait voulu. Fête le regarda, les yeux brillants de colère. « Bien sûr que non. Je les ai portés pendant 9 mois, je les aime. Mais pour toi, cela a toujours été une affaire de business, Orson.
Un héritier pour la lignée King, rien de plus. Avant qu'Orson ne puisse répondre, Gerald King apparut dans l'encadrement de la porte. J'espère que je ne dérange pas. Je voulais te souhaiter la bienvenue et voir comment tu récupérais. Le ton sonnait faux. Je comprends que des félicitations sont de rigueur, continua Gerald. Pas seulement pour l'accouchement, mais pour le beau pactole que cet arrangement t'a rapporté. Mes associés ont examiné ton entreprise. Quel revirement en 9 mois. L'argent de mon fils t'a bien servi. L'insinuation était claire, faite n'était là que pour l'argent. Ça suffit, dit sèchement Orson. Vraiment? Elle est venue te voir désespérée pour du liquide, Orson, insista Gerald. Maintenant elle l'a, avec 2 héritiers King comme levier potentiel. Sortez, dit Fett calmement, mais avec une autorité indéniable. Gerald cligna des yeux, surpris. C'est la maison de mon fils. Et ce sont mes enfants, le coupa Fett. Je ne les laisserai pas exposés à votre venin dès le premier jour. Gerald regarda Orson, attendant du soutien. Au lieu de cela, son fils se plaça aux côtés de Fett. Tu l'as entendu, père. Pars. Gerald s'éloigna silencieusement, mais s'arrêta dans le couloir en entendant la question suivante de Fett, empreinte de vulnérabilité. C'est ce que tu penses de moi aussi? Que j'ai planifié tout ça? Que je t'ai utilisé pour ton argent? Orson s'assit près d'elle. Non, répondit-il avec certitude. Je te connais mieux que ça. Mieux que ça, demanda Fett. Parce que parfois, je pense que tu vois chaque femme comme une version de ta mère, attendant de te trahir. L'exactitude de son observation laissa Orson muet. Fett continua, la voix brisée, je n'ai rien demandé de tout ça. De tomber amoureuse d'un homme qui ne me fera jamais assez confiance pour m'aimer en retour. L'aveu resta suspendu dans l'air. Alors qu'Orson aidait Fett à s'installer dans le fauteuil roulant pour aller voir Ethan et Eleanor, leurs yeux se rencontrèrent, reconnaissant que la conversation n'était que mise en pause. Chapitre 12, il n'est jamais trop tard pour l'éternité. Orson fixait Fett, stupéfait par sa déclaration. Tu m'aimes, demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Le courage de Fett vacilla. Dans 2 semaines, je partirai, dit-elle. Le paiement final sera effectué et tu pourras élever tes héritiers sans la complication de leur mère. Est-ce ce que tu veux, demanda Orson, son ton autoritaire remplacé par l'incertitude. Ce que je veux a cessé de compter au moment où j'ai signé ton contrat. Orson s'approcha, prenant sa main avec une douceur inattendue. Ça compte pour moi. Tu comptes pour moi, Fett. Plus que le business, plus que l'héritage. Ne dis pas des choses que tu ne penses pas juste par gratitude, dit Fett, une larme roulant sur sa joue. J'ai nommé nos enfants d'après tes parents, dit-il en caressant ses jointures du pouce, parce que je voulais qu'ils portent ton cœur, ton histoire. Je suis resté à ton chevet pendant 3 jours parce qu'un monde sans toi était inimaginable. J'ai passé 9 mois à tomber amoureux de toi, luttant contre cela parce que j'étais terrifié à l'idée d'avoir besoin de quelqu'un à nouveau. Tu m'as fait du mal, chuchota Fett. Je sais, reconnut-il. J'ai été cruel quand je me sentais vulnérable. Je ne mérite pas le pardon, mais je le demande quand même. Que proposes-tu exactement, demanda Fett, l'espoir renaissant prudemment. Orson sourit sincèrement. Je crois que je te fais une demande en mariage, dit-il en sortant une petite boîte en velours contenant une bague émeraude assortie à ses yeux. Je ne veux plus de notre arrangement, Fett. Je veux un mariage bâti sur la confiance et le respect. Fett toucha la bague, mais ne la prit pas. Comment savoir si ce n'est pas temporaire? Tu ne le sais pas, répondit honnêtement Orson. Tout comme je ne sais pas si t'aimer ne me rendra pas vulnérable, mais pour la première fois, la possibilité de la joie l'emporte sur la peur. Laisse-nous ne pas nous précipiter d'un arrangement à un autre, dit Fett. J'attendrai, promit-il. Certaines choses valent la peine d'attendre. 3 semaines plus tard, la maison King vibrait de vie. Un soir, alors qu'Orson berçait Ethan pour l'endormir, il leva les yeux et vit Fett l'observer depuis la porte. Tu es doué avec lui, dit-elle doucement. J'ai eu un excellent professeur, répondit Orson. Fett entra dans la pièce. J'ai réfléchi à ta proposition. Le cœur d'Orson s'accéléra. Fett sourit d'un air radieux. J'aimerais proposer un contrat à vie, avec des évaluations régulières et une option de renouvellement indéfinie. Orson posa Ethan dans son berceau, puis traversa la pièce vers Fett,
lui prenant les mains. Sous la douce lueur des veilleuses, ils se tenaient là comme des égaux. Ces termes sont acceptables, dit-il, la voix riche d'émotion. Avons-nous un accord, mademoiselle Junipé? Faites se mit sur la pointe des pieds, pressant ses lèvres contre les siennes en guise de réponse. Contre sa bouche, il murmura, je prends cela pour un oui. Pour un homme qui ne pouvait pas faire confiance et une femme qui refusait d'abandonner, il ne s'était jamais agi simplement de lui donner un bébé pour sauver son entreprise. Au final, ils s'étaient sauvés mutuellement.